Bon, eh bien, bienvenue à la dernière séance, comme dirait Eddie Mitchell. En effet, nous terminons l'année des conférences de la pensée critique ce soir, mais je vous rassure, nous reprendrons dès le 18 janvier. Avant de rentrer dans le détail, je vous rappelle les incontournables, à propos des téléphones portables d'une part, et de la nécessité de payer un vigile pour que la conférence puisse se tenir. Ne pas plus loin, vous terminerez la phrase sans moi. Alors, autre chose, les séminaires, si vous voulez, continuent, 18 rue François Guizol, à partir de 18h30. Le prochain aura lieu le 13 décembre. Ce sera une séance de synthèse sur les séances qui ont eu lieu avant sur l'idéologie, sur les chemins de l'hégémonie idéologique. Et le 20 décembre, le néolibéralisme contre la démocratie, ça sera la conférence conclusive. Donc vous êtes aussi bien sûr les bienvenus à ces séances-là. Alors, autre chose aussi, la mairie de la Trinité organise un forum de la laïcité de l'idéal républicain à l'espace, à la médiathèque des Quatre Chemins, mardi 12 décembre à 18h30, en présence de Fatima Abou-Jalad, Jérémy Bedj, Jérémy qui est un historien, et Fatima Abou-Jalad, qui est une enseignante et une essayiste, et qui nous parleront donc de la laïcité. On en a bien besoin, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Autre annonce aussi, le programme pour le premier semestre 2024 n'est pas encore totalement finalisé, mais nous connaissons quand même déjà les deux premières séances. Le 18 janvier, Kiki Baldassari nous parlera de Caillebotte. Caillebotte, c'est un peintre de la mouvance impressionniste, disons, qui termine un petit peu le cycle impressionniste avec une rigueur toute mathématique. Et ça coïncide avec le 150e anniversaire de cette école qu'on appelait l'impressionnisme, avec toute une série d'expositions qui sont prévues au musée Chéré, mais nous en reparlerons. Le 8 février, ce sera le temps des ouvriers, d'après un film de Gérard Mordia, qui sera animé par Daniel Aridro, et qui nous raconte en quelque sorte la naissance du capitalisme industriel en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, au XIXe siècle. Ensuite, bon, là, nous ne sommes pas très sûrs du calendrier, mais nous essaierons de consacrer une séance au programme national du Conseil national de la résistance et de ce qu'il est devenu de nos jours. Et donc, on fera un état des lieux, en quelque sorte. Le programme paraîtra avant la fin de l'année et nous le mettrons bien sûr sur Internet, sur le site des Amis de la Liberté. Alors ce soir, nous allons parler de ceux qui ne sont rien. Il y a des formules comme ça que nos présidents de la République, auxquelles les présidents de la République donnent des fortunes remarquables. On en a connu un qui parlait des 100 ans, un autre qui parle de ceux qui ne sont rien, ce sont les mêmes d'ailleurs, ce sont les pauvres. Les pauvres qui dénotent dans une société qui se veut riche, mais qui représentent quand même 15% de la population, et parmi ces Françaises, et parmi ces pauvres, certains qui sont encore plus pauvres, puisqu'ils n'ont même pas un toit sur la tête, ce sont des sans-abri. Alors de tout ça, nous allons parler, au début, Camille Amidi, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon 2, professeur qui enseigne la sociologie, va nous brosser un tableau de la pauvreté en France, et après ça, nous allons parler, nous laisserons la parole à représentants de deux associations, Gérard Roman pour les Restos du Cœur et Marilyn Trabucati pour le Secours Populaire, M. Kloss aussi pour pour les Restos du Cœur, qui nous feront un petit peu un état des lieux de la situation à Nice dans les Alpes-Maritimes, et pour alimenter un débat qui, j'espère, sera le plus riche possible. Alors, ça devrait prendre un petit peu plus d'une demi-heure, et ensuite nous comptons sur vous pour animer réellement le débat. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là, un peu émue aussi puisque en fait Alain me connaît depuis que j'ai l'âge de 3 ans à peu près, et je pense qu'il m'a jamais entendu discourir sur des trucs un peu intellectuels, donc ça fait bizarre, mais je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises du coup.
Voilà. Donc l'idée c'était que moi j'introduise d'abord rapidement, dans une petite vingtaine de minutes, la question d'aujourd'hui, donc qui est vaste, hein, les questions de pauvreté, précarité, et puis ensuite surtout que je donne la parole aux collègues à la table, donc qui reviendront davantage sur l'expérience des associations à Nice. Donc moi je vais faire un petit panorama plutôt national, et puis ensuite on rentrera plus dans le détail des réalités du terrain ici. Et comme la question et la commande étaient assez vastes, je vais mettre l'accent notamment sur les questions d'accès à l'hébergement. Enfin, donc voilà, je parlerai un peu des questions de précarité en général, mais je vais surtout me concentrer sur les questions d'hébergement, puisque, et donc de sans-abrisme, de personnes à la rue, etc. Puisque, donc, comme vous avez tous pu l'entendre, hein, la question du nombre de personnes sans abri a pris une importance croissante ces dernières années, à la fois en lien avec les questions de migration, mais pas seulement. Et donc, je reviendrai un peu sur les chiffres plus précisément après, mais en gros, on estime qu'aujourd'hui, il y a autour de 330 000 personnes qui sont sans domicile aujourd'hui. C'est une estimation de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du logement en France. Et ça a été multiplié par 2 par rapport à la dernière grande enquête de l'INSEE de 2012. Et en 2012, ça avait déjà été multiplié par 2 par rapport à l'enquête précédente en 2001. Donc voilà, de 2001 à 2012, puis de 2012 à 2023, c'est multiplié par 2 à chaque fois. Donc je vais commencer par présenter un petit peu des enjeux de définition, parce qu'en fait, quand on parle de sans-abrisme ou de personnes sans domicile, sans logement, souvent l'image qu'on a en tête, c'est les personnes qui sont à la rue, qui correspond à une réalité qui existe toujours, évidemment, mais qui ne recouvre pas l'ensemble des situations de personnes qui ont des problèmes d'hébergement et des problèmes de logement. Et c'est important aussi parce que ça joue sur les représentations qu'on se fait du phénomène, et ça joue aussi sur les politiques publiques qu'on va mettre en place pour lutter contre le phénomène. Si on l'identifie mal, on peut aussi apporter des réponses qui sont décalées par rapport à la réalité. Donc la définition qui est couramment usitée en France aujourd'hui, qui n'est pas complètement intuitive, hein, je vous le dis tout de suite, c'est, on va distinguer les personnes en logement, bon, ça, voilà, donc qu'ils soient propriétaires, locataires, sous-locataires, etc. Et puis les personnes sans logement personnel. Et parmi ces personnes sans logement personnel, on distingue différents types de situations. Les personnes qui sont en centre d'hébergement, on en reparlera après, et puis je pense que les collègues auront l'occasion d'y revenir aussi. Les personnes qui sont en logement, qui peut être payé par une association, par les collectivités locales ou par l'État, et parmi d'autres, hein, mais les personnes sans abri. Donc les personnes sans abri qui sont l'image qu'on se fait le plus souvent de la personne qui vit dehors, à qui il faut donner une couverture, etc., auprès de qui on fait des maraudes, c'est une réalité qui existe, mais qui ne représente qu'une partie des personnes qui sont en difficulté de logement, et donc qui sont sans logement personnel. Et puis, dernière catégorie, pour les présenter rapidement, et puis après je détaillerai un peu plus, c'est les autres personnes sans logement personnel. Donc ça, c'est des personnes qui ont un toit, mais un toit de très mauvaise qualité, pour le dire comme ça, donc qui sont en caravane, qui sont en foyer, qui sont en prison ou en squat, etc. Donc elles ont un toit au-dessus de la tête, mais ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de ce qui serait des conditions de logement décentes. Donc ça, c'est d'abord un premier panorama très rapide, juste pour évoquer des différences de situation. Et donc je disais, c'est important parce que, là par exemple, au début je m'étais dit, bon bah la soirée, ça sera sur la question du sans-abrisme. En fait, les personnes qui sont vraiment sans-abri au sens strict, dans l'enquête de l'INSEE, qui est la dernière grande enquête scientifique dont on dispose, qui date de 2012, donc ça date un peu, et il y en aura une prochaine qui sortira en 2025, donc on pourra en rediscuter à cette occasion-là. Mais du coup, c'est la dernière enquête vraiment très précise sur les conditions d'hébergement. Et donc en 2012, il y avait seulement, entre guillemets, 8% des personnes sans logement qui étaient sans abri, donc à la rue, telle que la représentation qu'on s'en fait. 35% étaient accueillis dans des centres d'hébergement collectif, d'autres dans des chambres d'hôtel ou dans des logements dépendants d'associations ou d'organismes publics. Et ce qu'il y a, c'est que quand on pense au sans-abrisme, souvent on a une représentation qui est celle du clochard ou du vagabond des années 80-90, qui a un type de population qui est toujours
présent, qui peut être toujours à la rue aujourd'hui, mais la population qui a des difficultés de logement a évolué. Et donc cette figure du vagabond, du clochard, entre guillemets, c'est plutôt des hommes seuls, avec assez souvent des problèmes d'addiction et parfois des troubles psychologiques, etc., ce qui requiert certains types de réponses de la part des associations ou des pouvoirs publics. Et l'évolution à laquelle on a assisté ces dernières décennies, c'est qu'il y a eu, au-delà de ces gens-là qui sont toujours là, il y a eu une évolution des populations qui ont des problèmes de mal logement, et notamment on a assisté à un rajeunissement d'une partie de la population, à une féminisation aussi, et ça on en reparlera après, mais aujourd'hui la majorité des personnes qui sont en situation de mal logement, c'est des femmes, ce qui veut dire aussi en termes de réponse des pouvoirs publics des choses un peu différentes, parce qu'on ne peut pas forcément mélanger les populations dans les mêmes endroits, les problématiques ne sont pas similaires, il peut y avoir eu des problèmes de violence subis par ces femmes, donc il faut faire attention aux conditions dans lesquelles on va les héberger après, etc. Donc un rajeunissement, une féminisation, et aussi une place plus importante des personnes étrangères, et des personnes qui viennent d'immigrer, qui sont en situation de demande d'asile. Ça, je vous en reparlerai après, puisque de fait, il y a un certain nombre de politiques migratoires qui ont pour conséquence que les populations étrangères sont précarisées et donc sont exposées aussi à avoir des problèmes d'hébergement et de logement. Donc voilà, si on rentre un peu plus donc, dans le détail, je disais c'est le deuxième temps de ma présentation, pour caractériser le mal logement. Donc là, les données que je vous ai mises, c'est des données du rapport de la Fondation Abbé Pierre, donc, qui sont les données les plus récentes dont on dispose, mais qui sont aussi faites par En fait, c'est l'association qui demande aux bénévoles de récupérer des informations auprès des bénéficiaires qui sont hébergés dans les différents lieux, etc. Donc ça n'a pas exactement la même ampleur ou la même précision scientifique que les enquêtes de l'INSEE. Et en même temps, c'est aussi très, très intéressant et très riche, donc c'est ça que j'utilise. Et puis, pour celles et ceux qui seraient intéressés et qui trouvent que je parle trop vite et il y a trop de chiffres, à la fin, je vous ai mis j'ai fait une slide pour aller plus loin avec quelques références, et donc je peux aussi, si c'est utile, ça peut rester sur le site des Amis de la Liberté, comme ça vous permettra d'aller regarder aussi par vous-même davantage après. Et donc voilà, ce que je voulais faire là, c'est d'abord évoquer un peu les caractéristiques du mal logement, en évoquant 3 ou 4 situations plus précisément. Donc, pour ce qui concerne les sans-abri, donc sur cette figure dont je viens de vous parler, c'est... donc les sans-abri, ça fait partie de cette ligne-là, donc les personnes sans domicile, mais ça n'est qu'une partie des personnes sans domicile, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces personnes qui sont vraiment sans abri à la rue au sens strict, la Fondation Abbé Pierre, elle estime qu'il y a aujourd'hui autour de environ 4000 personnes en famille qui avaient été refusées, donc c'est des données de 2022, et c'est la veille au soir combien de gens ont été refusés par le 115 en ayant appelé, donc le dispositif téléphonique pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, et les gens qui ont appelé et qui sont restés dehors parce qu'il n'y avait pas de place. Donc l'année dernière, à la même saison qu'aujourd'hui, c'était 4000 personnes, 1200 enfants, et alors là, je n'ai pas les données nationales précises, mais pour le cas de Lyon, donc moi je viens de Lyon et je suis ces questions-là sur le territoire lyonnais, dans le cas de Lyon, on sait que ça a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière à la même période, donc les chiffres ont augmenté. Donc ça, c'est pour les sans-abri au sens strict. Au-delà de ça, si on regarde les personnes qui sont hébergées dans des places d'hébergement d'urgence, donc on est toujours sur cette même ligne-là, mais c'est une des questions qui est assez régulièrement évoquée aujourd'hui et qui pose pas mal de questions. Donc pour les personnes qui sont hébergées en CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou les personnes qui sont hébergées en CHU, les centres d'hébergement d'urgence, tout ce type de dispositif-là. De fait, ça c'est... Après j'ai une petite partie sur les causes du phénomène et que fait l'État. De fait, une des actions de l'État, c'est qu'effectivement, il faut le reconnaître, il a créé un certain nombre de places d'hébergement d'urgence, à la fois généralistes et pour le public migrant ces dernières années.
Donc aujourd'hui, enfin les dernières données dont on dispose, c'est celle d'une enquête de l'adresse, donc c'est l'organisme de collecte des statistiques et d'analyse des données du ministère de la Solidarité. Et donc au 21 janvier 2021, donc c'est la dernière date officielle sur laquelle on dispose des infos, il y avait 218 000 places d'urgence en France, 218 000 places d'hébergement qui étaient ouvertes. Et en gros, là-dedans, la moitié, c'est des places dites généralistes, donc autour de 110 000 places, donc en CHRS, CHU, etc., donc, qui visent des publics différents selon les cas, mais qui sont ouvertes de manière générale. Et puis de l'autre côté, environ 102 000 places pour les personnes qui sont inscrites dans le dispositif national d'accueil, le DNA. Et donc ça, c'est pour les personnes qui sont en situation de demande d'asile. Donc je pourrais détailler un peu plus après éventuellement. Mais voilà, c'est des gens qui sont en CADA, c'est les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est la version la plus complète en termes de suivi social, etc. Ou ce qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, c'est la version light en termes de suivi et d'accompagnement, c'est les UDA, c'est les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, etc. Donc voilà, aujourd'hui il y a à peu près il y a 218 000 places d'hébergement qui sont ouvertes. Et une des choses qui pose des questions aussi, c'est le fait que officiellement la moitié est réservée aux personnes qui sont en situation de demande d'asile. Dans les faits, comme il n'y a pas assez de place pour ces personnes-là, de fait, elles sont aussi en partie dans le dispositif général, ce qui contribue aussi au fait qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc voilà, ça contribue aussi au fait que même s'il y a une augmentation du nombre de places, on reste toujours sur un nombre de places insuffisant par rapport aux besoins aujourd'hui. Donc voilà, c'était deux des exemples parmi d'autres, mais des lignes sur lesquelles je voulais revenir pour vous expliquer un petit peu de quoi on parle là quand on parle de ce mal logement. Et donc là, pour l'instant, j'étais juste sur des personnes qui sont vraiment, si on reprend la typologie de l'INSEE d'avant, c'est des personnes qui sont sans logement personnel et sans domicile, qu'elles soient sans abri ou en hébergement collectif auprès d'associations. Mais à côté de ça, et le rapport de la Fondation Abbé Pierre met beaucoup l'accent là-dessus, et c'est des choses que vous avez pu aussi entendre dans les médias, c'est l'idée qu'il y a tout un halo du mal logement en fait. Il y a effectivement les personnes qui sont franchement à la rue, il y a les personnes qui sont dans des dispositifs d'hébergement collectif, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi des personnes vivant dans des situations de logement très difficiles. Donc c'est, en termes de catégorie, c'est des personnes qui vivent dans des situations de privation de confort. La définition, c'est par exemple si on n'a pas d'eau courante, ou on n'a pas de douche, ou pas de WC à l'intérieur, ou pas de coin cuisine, etc. Donc, ça, c'est une situation de privation de confort. Ou alors, en situation de surpeuplement accentué, ça, c'est quand il nous manque 2 pièces par rapport aux normes standards qui sont acceptées aujourd'hui. Et donc ça, il y a 3 millions de personnes dans cette situation-là en France aujourd'hui. Donc 3 millions de personnes qui sont dans des conditions de logement de surpeuplement accentué ou de privation de confort. Et enfin, au-delà de ça, et donc c'est ça qui nous amène au chiffre global, là, en dessous des 12 millions de personnes identifiées par la Fondation Abbé Pierre, c'est des personnes qui sont en situation de mal logement, donc qui sont logées, mais avec une situation qui est insuffisante pour différentes raisons. Donc, soit un surpeuplement modéré par rapport à la catégorie précédente, il manque entre guillemets juste une pièce par rapport à la norme d'occupation, ou des personnes qui sont en situation d'impayé de loyer, donc qui n'ont pas payé leur loyer et donc qui risquent une expulsion, ou des personnes qui vivent dans des copropriétés en difficulté. Et ça, c'est notamment une des problématiques dans le logement social aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une partie du logement social dans lequel il y a des propriétaires et il y a des frais importants de rénovation, un truc qu'on entend très souvent, dont on entend souvent parler, c'est la question des ascenseurs qui tombent en panne tout le temps. Quand on est sur une tour avec 30 étages, on imagine bien les difficultés que ça représente pour les résidents, avec des coûts très élevés pour les travaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a à la fois des personnes sans abri, des personnes mal logées, et au-delà de ça, tout un halo du mal logement qui concerne, voilà, en tout, plus de 10 millions de personnes en France au sein des classes populaires et des catégories les plus précarisées. Et donc pour finir, avant de laisser la parole aux représentants des associations, je voulais évoquer quelques éléments sur les causes du mal logement, et donc en commençant par « mais que fait l'État ?»
Alors, donc, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que l'État n'est pas resté inactif, au sens où, notamment sous la pression des associations, hein, il n'a pas forcément de bon cœur tout de suite, mais sous la pression des associations, il y a eu des plans quinquennaux de lutte contre la pauvreté qui ont été lancés. Donc, il y a un plan de lutte qui a été lancé en 2013, qui a été rediscuté ensuite. La crise Covid, si vous vous en souvenez, elle a eu pour effet de rendre très visible la question du sans-abrisme, puisque de fait, on était censé se confiner, et alors qu'est-ce qu'on faisait, toutes ces personnes qui étaient dehors et qui n'avaient aucun endroit pour se confiner. Et donc, ça a permis de créer des places d'hébergement d'urgence, à la fois des places d'hébergement généralistes et aussi des places pour les demandeurs d'asile. Donc de fait, il y a eu une augmentation vraiment significative du nombre de places entre 2018 et aujourd'hui, notamment liée à la crise du Covid. Et puis, il y a eu régulièrement, depuis la fin de la crise Covid, des tentatives de l'État de fermer un certain nombre de places, puisque maintenant, on suppose qu'on n'en a plus besoin. Mais là aussi, il y a eu des fortes pressions des associations qui ont fait que, de fait, peu de places ont été fermées. Simplement, la croissance du nombre de places supplémentaires s'est ralentie. Voilà. Donc, il y a bien une action de l'État en matière de lutte contre le mal-logement, si on regarde ça. Ceci étant, il y a aussi beaucoup de choses, y compris auxquelles contribue l'État, qui contribuent à faire augmenter ces situations de mal-logement. Et c'est ce sur quoi je voudrais finir tout à l'heure. Mais donc, pour évoquer ces causes du mal-logement, je voulais donc évoquer 3 éléments. Le premier, ça concerne la question du logement et du logement social, parce que, donc, je vous avais mis ce graphique-là que je n'ai pas commenté, mais on considère en France qu'on est sur un système en escalier pour l'acquisition de logements, en fait. C'est un système où on commence, enfin, quand on est en situation de difficulté, on commence à la rue, et puis si on se fait on est pris en charge par les associations, si on joue ce jeu-là, etc. On va être dans des centres d'hébergement d'urgence, puis des centres d'insertion, puis des résidences sociales, et puis ensuite, éventuellement, on accédera au parc social locatif, d'abord avec des prêts aidés, enfin des loyers aidés, et puis ensuite tout seul, et puis éventuellement, in fine, au parc privé classique. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a différentes étapes jusqu'à ce qu'on atteigne le Graal du logement dans le parc privé. Mais alors, ce modèle-là, il pose des tas de problèmes dont on peut reparler éventuellement après. Mais en tout cas, en termes d'accès au logement, du coup, ça pose la question de la construction des logements. Et donc, comme vous le savez, et c'est sans doute aussi une question qui a été abordée par Yann Brossa quand il était là lors de la précédente soirée, mais il y a eu un tassement de la construction des logements en France depuis le début des années 2010. En gros, dans les années 2000, il y a eu une construction de logements qui était assez significative. Là, je parle tout logement confondu, pas seulement le logement social, mais ça s'est tassé à partir des années 2010. Et puis, et là, la situation actuelle est encore pire, et c'est quelque chose que vous avez tous aussi déjà entendu, parce que sous l'effet de la crise du Covid et sous l'effet de l'inflation, c'est devenu plus compliqué de construire. À la fois, les coûts de construction ont beaucoup augmenté, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur. Et par ailleurs, il y a aussi les fameuses zones zéro artificialisation nette, là, les ZAN, qui, même si ça peut avoir des tas de vertus au plan écologique, mais de fait, ça rend plus compliqué de trouver des endroits pour construire des logements. Donc, il y a eu, première chose, un ralentissement de la construction de logements en France de manière générale. Et puis, deuxième chose, il y a eu un ralentissement de la construction de logements sociaux. Pour le coup, là aussi, dans les années 2000, on en a construit un certain nombre, et puis ça a chuté à partir des années 2010, enfin les constructions stagnent depuis les années 2010. Et notamment, une des raisons à ça, et c'est là qu'on revient à la question de la responsabilité de l'État, c'est la baisse des capacités financières des organismes HLM qui financent la construction de ces hébergements, enfin de ces logements sociaux, pardon. Et parce qu'en fait, notamment sous les 2 mandats d'Emmanuel Macron, il y a eu différentes mesures qui ont été adoptées qui rendent les choses plus compliquées pour les HLM, pour les offices HLM, sachant que par ailleurs, il y a déjà une précarisation de la population qui habite en HLM, donc plus de loyers impayés, etc. Et donc, de fait, leur situation était déjà plus compliquée. Mais il y a un certain nombre de mesures qui sont le fruit de choix politiques, et notamment, le gouvernement avait prévu une réduction de loyer de solidarité, le RLS,
Et donc c'est l'idée que pour les locataires en HLM très sociaux, en situation de difficulté financière, on leur fait une réduction du loyer, ce qui semble tout à fait... pourquoi pas, mais c'est financé par les budgets des HLM eux-mêmes, et donc c'est un gros manque à gagner, c'est 1,3 milliard d'euros par an, en moins pour les offices HLM. Par ailleurs, les HLM se financent au taux du livret A, et il y a une augmentation du taux du livret A, donc ça fait aussi un surcoût quand ils veulent faire des constructions, c'est l'équivalent du même montant, 1,3 milliard par an. Donc voilà, au final, il y a eu différents choix qui ont été faits qui, de fait, rendent plus compliqué la construction de logements sociaux, notamment à cause de cette fragilisation des ressources financières des offices HLM. Et puis, dernier élément du côté du logement autonome, hein, du parc classique, et ça c'est quelque chose dont tout le monde peut faire l'expérience au quotidien, c'est évidemment que du côté du parc privé, donc des logements dans le parc privé, les logements sont de moins en moins abordables. Et donc de fait, il y a de moins en moins de gens qui peuvent se payer un logement privé, et donc davantage de personnes qui se retournent vers les logements sociaux pour essayer de se loger dans des conditions convenables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ça c'est les chiffres de fin 2022, il y avait 2,4 millions de personnes en France qui étaient sur les listes d'attente pour accéder à du logement social. Et puis pour finir, deux derniers points rapidement, donc dans les causes du mal-logement. Donc là, c'était les causes liées spécifiquement au logement, à la construction des logements, au coût du logement, etc. Deuxième chose, évidemment, mais là je serai rapide dessus parce que je pense que les collègues des associations en reparleront aussi davantage du côté de l'expérience sensible, c'est l'augmentation de la pauvreté. Si on regarde, ça c'est les données de l'INSEE les plus récentes dont on dispose, hein. Donc on voit une augmentation à la fois du taux de pauvreté et du nombre de personnes en situation de pauvreté. Donc en 2021, donc avant les effets de l'inflation hein, qui se sont fait sentir davantage en 2022-2023, mais la France comptait 1,12 million de personnes pauvres. Là, le critère pour parler de personnes pauvres, c'est les personnes qui ont un niveau de vie inférieur à 60% du revenu médian. Et donc à l'époque, c'était 1150 € disponibles par mois, par unité de consommation. Donc voilà, il y a une augmentation de la pauvreté en France, comme dans d'autres pays européens, liée aussi plus récemment aux effets du Covid et aux effets de l'inflation. Donc bien sûr, ça se répercute sur les difficultés de logement et d'hébergement. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer quand même aussi, c'est les effets de choix politiques qui produisent des causes structurelles à cette crise du logement et à cette crise de l'hébergement qu'on observe. Donc si on regarde, d'abord il y a des politiques fiscales qui sont assez largement anti-redistributives. Par exemple, ça c'est une analyse que fait l'INSEE, hein. Là, elle montre que durant le Covid, il y a eu donc, des mesures fiscales favorables pour soutenir les ménages, hein, dont tout le monde a entendu parler, mais les mesures qui ont été décidées par le gouvernement en 2020 et 2021, elles ont apporté en moyenne 280 € par an et par ménage en 2021. Donc on se dit, voilà, il y a eu 280 € en plus grâce à ces aides fournies par le gouvernement. Mais si on regarde dans le détail qu'est-ce qui a bénéficié de ces aides-là, on s'aperçoit que les 30% de Français les plus riches ont gagné entre 430 et 490 € grâce à ces aides-là. Et la moitié la plus pauvre n'a gagné que 100 € grâce à ces aides. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que les plus aisés ont gagné des aides pérennes, donc des aides durables, notamment la diminution de l'impôt sur le revenu, la suppression progressive de la taxe d'habitation, tandis que les aides aux plus pauvres, c'était des aides ponctuelles, donc le bonus du chèque énergie, mais ça c'était pour 1 an, éventuellement renouvelable, l'allocation de rentrée scolaire qui a été doublée, là aussi c'était un one-shot, etc. Donc il y a d'une part des politiques fiscales qui sont assez clairement anti-redistributives, notamment ces dernières années, donc qui contribuent aussi à la paupérisation des classes populaires et puis des personnes en situation de précarité. Il y a aussi les politiques sociales et de l'emploi, donc sans être trop longue, hein, mais on voit bien qu'il y a eu un durcissement dans le traitement du chômage, notamment la loi sur l'indemnisation du chômage qui réduit le montant des indemnités
entre deux contrats courts, qui durcit les conditions d'ouverture de droits, qui réduit la durée de l'indemnisation, etc. Donc tout ça, c'est aussi des politiques qui font basculer des personnes qui étaient sur des situations un peu tangentes dans des situations de précarité plus grande. Et le dernier point que je voulais évoquer dans cet ordre d'idées-là aussi, c'est en matière de politique migratoire, puisque c'est ce sur quoi moi au départ je travaille davantage, c'est des politiques de précarisation des personnes étrangères qui arrivent sur notre territoire. Donc, notamment, en gros, jusqu'aux années 90, quand on pensait à l'exclusion, à la grande précarité, on ne pensait pas spécialement aux personnes migrantes ou aux demandeurs d'asile. C'est une problématique qui se développe à partir des années 2000. Et c'est lié au fait, effectivement, qu'il y a une augmentation du nombre de ces personnes qui rentrent sur le territoire français, hein, bien sûr. Mais c'est aussi lié à des choix politiques qui ont été faits. Par exemple, au début des années 90, on a interdit aux demandeurs d'asile le droit de travailler pendant l'examen de leur demande d'asile. L'idée, ça a été fait dans plusieurs pays européens, l'idée c'était d'éviter que les conditions ne soient trop confortables pour éviter le fameux appel d'air. Mais donc de fait, à partir de là, les demandeurs d'asile ne peuvent plus travailler. Enfin, c'est un peu plus compliqué, théoriquement au bout de 6 mois ils ont le droit, mais dans les faits la préfecture n'accepte pas en général. Mais donc voilà, globalement les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler, donc ils dépendent du petit pécule que leur verse l'État. Et de fait, du coup, ils ont besoin de recourir au dispositif d'hébergement qui est mis en œuvre par l'État, mais parce qu'ils ont aussi cette interdiction de travailler. De la même manière, il y a différents dispositifs. Globalement, sur la politique migratoire, on assiste à un durcissement des conditions d'accès aux dispositifs qui existent. Donc, par exemple, les mineurs non accompagnés, les MNA, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont effectivement mineurs. À Lyon, par exemple, très systématiquement, l'examen de minorité, on dit qu'ils sont majeurs. Et puis en fait, après, il y a des recours qui sont faits devant les tribunaux et les juges, en fait, disent bah non, ils ont l'air tout à fait mineurs, ces gens-là. Donc, mais de fait, on assiste à un durcissement des conditions pour accéder aux différents statuts. Donc, par exemple, pour obtenir l'asile, avant c'était un droit à partir dans le texte de la Convention de Genève, hein, l'obtention de l'asile, c'est un droit à partir du moment où vous craignez avec raison des persécutions. Donc il suffit de craindre à raison. C'est pas, voilà. Maintenant, il faut démontrer qu'on a été effectivement victime d'actes de torture, de sévices, etc. Et avec toute une charge de la preuve qui s'est beaucoup complexifiée, qui demande des preuves médicales qui sont parfois très difficiles à apporter, etc. Donc de fait, l'accès à différents statuts qui pouvaient être protecteurs, comme le statut de réfugié, etc., ça a été rendu beaucoup plus complexe. Et donc un certain nombre de droits, comme le droit de travailler, ont été supprimés. Et donc de fait, c'est aussi les politiques publiques adoptées qui précarisent les gens, qui les mettent ensuite dans les situations qui font que, effectivement, l'État, il faut qu'il ouvre des places d'hébergement d'urgence parce que voilà, les gens dorment à la rue et c'est compliqué. Mais voilà, je voulais finir là-dessus pour à la fois montrer effectivement les efforts qu'ont fait les pouvoirs publics en termes de construction, de places d'hébergement d'urgence, etc. Mais en même temps montrer aussi la responsabilité du politique dans l'existence de ce problème-là qui ne tombe pas juste du ciel. C'est pas simplement une réalité, voilà, c'est pas simplement un état de fait, c'est aussi le fruit de choix politiques qui sont faits. Donc je m'arrête là, j'espère que j'ai pas été trop longue. Et du coup, je vous laisse la parole. Et voilà, du coup, je vous ai mis là quelques photos des ouvrages, des rapports, des choses qui sont assez facilement accessibles en général. Comme ça, vous aurez aussi des références si vous souhaitez aller plus loin. Merci Camille. Bon, là, il y a une présentation clinique, en quelque sorte, de la précarité. Maintenant, on va rentrer, si vous voulez, dans le réel, dans le vécu. Hein. Gérard, je te laisse la parole en premier. Oui. Bonsoir. Oui. Nous sommes deux représentants des Restaurants du Cœur et je pense que René prendra la parole aussi parce que lui, il gère d'une manière plus générale, étant donné qu'il est un des responsables régionaux des Restaurants du Cœur. Pardon, à chaque fois, excusez-moi, bientôt. Voilà, pardon. Donc, il va exposer un peu l'utilité et les difficultés que nous retrouvons dans la région, sur la France entière, puisqu'il y a eu des appels de faits, et nous sommes ici dans un cas de grande précarité,
qui est due à déjà l'inflation, les difficultés régionales, et en plus nous sommes une région où il y a l'accès donc des migrants donc, qui rajoute beaucoup. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Il faut arrêter de penser que c'est le problème de base. Il y a la précarité régionale et la non-assistance réelle. Donc, bon. Les Restos du Cœur, donc le principe c'est simplement qu'il y a deux systèmes. Il y a donc tous les centres que nous avons donc, sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire 16 centres ou 17 centres actuellement. 17, voilà, il y en a un de plus, puisqu'il y a maintenant un centre aussi qui est un centre qui se déplace et qui va dans les vallées. Le principe, c'est donc d'avoir, mais je vais passer la parole à René qui lui sera beaucoup plus pointu dans ce domaine-là, qui est le principe de centre où les gens viennent, sont inscrits sur des principes de barème et donc de référence par rapport à leurs biens, par rapport à leurs avoirs et par rapport à leurs besoins. Et après, il y a aussi ce dont je m'occupe, donc c'est pour ça que je vais faire deux parties, et René va prendre la parole après. Moi, je m'occupe des gens de la rue, c'est-à-dire des gens qui sont dans la rue. Ce qui ressemble beaucoup plus, disons, à ce que le Coluche avait mis à la base au point, c'est-à-dire tous les gens ont droit à avoir un repas le soir, un repas chaud qui est donné d'une manière inconditionnelle, c'est-à-dire toute personne qui va se présenter, si quelqu'un d'entre vous se présente à la distribution, à condition de respecter la loi, c'est-à-dire qu'il y a on donne des numéros pour que ce soit plus facile, parce que avant-hier soir, nous avons distribué 470 repas dans la rue, sur 3 points. Donc le principe, c'est de se présenter et de faire la queue avec les gens qui sont là et qui demandent. Mais par contre, cette contrainte, il y a une personne qui s'était permis de me demander en me disant si je viens, vous allez me donner un repas? J'ai dit oui, à condition que vous fassiez comme tout le monde les 2 heures de queue et que vous acceptiez ces conditions difficiles. Et je pense que le petit pourcentage de personnes qui vont s'amuser à abuser sont minimes, et je pense que c'est même pas la peine de s'en inquiéter. Et donc on a d'autres problèmes à régler, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans... Voilà, donc moi je vais donc passer la parole à René pour qu'il explique un petit peu la réalité de notre association. Oui. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, alors tout le monde est au courant que les associations, suite à l'inflation et tout ce qui se passe, ont des grosses difficultés. Donc on a revu un petit peu notre système. Avant, on avait un barème d'hiver où on prenait plus de monde et un barème d'été où on prenait un peu moins de monde. Cette année, on n'a qu'un seul barème, on a pris le barème d'été. Ce qui veut dire que sur les 3 premières semaines de l'hiver, on prend le barème d'été. Il y a 10% des gens qui passaient l'hiver qui ne passent plus cet hiver. Par contre, le paradoxe, c'est quand même, sur les 3 premières semaines, on a 12% d'augmentation. C'est-à-dire que la précarité sans cesse augmente. Parce que si on n'avait pas changé notre barème, c'était 20% en plus. Ça, c'est la première chose. Ce que je voudrais dire quand on parle du mal logement, on voit dans les vallées, et même à Nice, des gens qui nous disent « ben moi, j'allume plus le chauffage parce que ça me coûte trop cher ». Et qui dorment dans des appartements à 10 degrés, parce que ça aussi c'est du mal logement. On a aussi des gens qui travaillent, des salariés qui dorment dans leur voiture. Parce qu'aujourd'hui, un salarié qui a 1 500 €, quand on sait que le prix d'un studio à Nice c'est 600 €, mais personne ne va le louer à un studio, personne ne va le louer. Donc il est là le problème. On s'aperçoit depuis 3 ans, et ça c'est nouveau chez nous, des gens accueillis chez nous qui rentrent dans nos barèmes, des étudiants. Nous avons aujourd'hui 10% d'étudiants. Et quand dans un pays comme la France, on est obligé d'aider des étudiants, c'est qu'il y a un grave problème. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Voilà. Alors, moi je me présente, Marie-Line du Secours Populaire du département des Alpes-Maritimes, je suis bénévole. Que dire? Nous avions, il y a quelques années, 17 antennes au Secours Populaire dans tout le département. Nous en avons aujourd'hui 25.
Nous avons ouvert 2 antennes rien que pour les étudiants. Nous avons ouvert des antennes de jour pour accueillir des femmes sans domicile stable avec enfants. Donc on les accueille le matin de 8h30, mais malheureusement on les remet à la rue à 18h. La précarité augmente, c'est vrai. En un an, nous avons 25% d'augmentation de fréquentation dans nos antennes. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que avec cette augmentation de bénéficiaires, nous sommes constamment à la recherche de denrées alimentaires supplémentaires, de dons, etc., etc. Mais jusqu'à présent, le Secours populaire disait toujours « nous nous occupons des conséquences et non des causes de la précarité ou des guerres, etc. » puisque nous intervenons en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a l'impression, en quémandant, je dirais, et j'emploie ce mot volontairement, dans les administrations, à l'État, à la région, etc., des moyens supplémentaires pour acheter de la nourriture. Alors, on fait que ça, on est pris dans un engrenage, sans compter que plus on a de dons, plus on fait de collectes, et plus il nous faut des locaux de stockage, et les locaux de stockage dans le département, déjà il n'y en a pas beaucoup, et c'est extrêmement cher. Nous n'avons pratiquement pas, sinon 2 antennes de locaux gratuits dans le département. À Nice, aucun local n'est gratuit. Et pourtant, ce n'est pas pour se demander. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas au problème, au vrai problème. On accueille encore plus de personnes, de familles monoparentales et de plus en plus de salariés. De plus en plus de salariés qui n'arrivent plus à vivre de leur salaire. Il y a une quinzaine d'années, nous n'avions pas ce public-là. Donc, comme je vous disais, le Secours populaire s'occupe des conséquences et non pas des causes, mais aujourd'hui, on se pose la question. C'est pour cela que nous avions demandé une audience au président de la République, ainsi que d'ailleurs les Restos du Cœur et d'autres associations. Parce que si on continue à accepter de plus en plus de personnes en précarité qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur salaire, qu'on va garder pendant des années finalement, on va les prendre... nous, on a des bénéficiaires, les retraités qui sont là depuis 10 ans chez nous, ce sont les mêmes. Des travailleurs, ben, ils sont payés au SMIC. Certains n'ont aucun espoir de voir leur situation s'améliorer. Donc je me dis que finalement, nous, les associations humanitaires, on maintient ces personnes dans la précarité quelque part. Donc tant qu'on ne s'attaquera pas au problème, au mal vraiment, à savoir augmentation des salaires, augmentation des retraites, stopper un petit peu l'inflation, ben, on ne servira pas à grand-chose. Parce qu'il y a quelques années, nous, on était là pour l'urgence, pour donner un coup de pouce. Là, aujourd'hui, dans les antennes, on distribue 7 repas pour les familles. Et en tenant compte, bien sûr, de la composition de la famille. S'ils sont 5, vous comptez, hein, pour combien de... Alors qu'avant, quelques années, ça n'existait pas. C'était un coup de pouce. Là, on nourrit des familles du lundi au dimanche. Voilà, moi, je me dis, est-ce que les associations, est-ce que c'est le rôle des associations de demander de plus en plus d'argent, de plus en plus de moyens pour accueillir ces personnes en précarité? Est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, réfléchir à alerter les pouvoirs publics afin que cette situation de précarité cesse?
voilà, je vous dis, nous, en un an, 25% d'augmentation, c'est énorme. De 17 antennes, on est passé à 25, et c'est toujours pas suffisant. C'est inquiétant. Est-ce que c'est notre rôle d'ouvrir, de n'avoir de cesse d'ouvrir des centres de distribution alimentaire sans vraiment se dire, ben, cette personne, on l'accueille, elle gagne 1200, 1300, 1500 euros, ben, dans un an, dans 2 ans, elle sera toujours là si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Voilà, moi c'était un petit peu mon ressenti depuis quelques années. Et je pense qu'il faut arrêter de dire aujourd'hui on s'occupe des conséquences et pas de la cause, pas des causes. Voilà. Je peux rajouter. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en 2020, il faut savoir que les restos, c'est 77 000 bénévoles. Et on avait chiffré les heures faites par les bénévoles s'ils étaient salariés. Tout bête. Donc avec les charges, ça représentait 174 millions d'euros. Si ce que ça coûte, ça aurait coûté à l'État, on l'ajoute avec ce que coûte le secours populaire, avec ses horaires et ses heures faites, c'est des fortunes dont l'État n'a pas la charge. Parce que si on n'était pas là, il faudrait bien que des gens, et l'État en l'occurrence, prennent le problème à bras le corps. Ça fait un an qu'on demande une audience au président, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que je crois que la présentation est assez glaçante. Moi, j'ai enseigné l'histoire, si vous voulez, la géographie. J'ai écouté mon père, parce qu'il a émigré en 1917, il a quitté l'Italie avec ses parents parce qu'ils avaient faim. Et maintenant, c'est les Français qui ont faim. On va aller... L'histoire marche à reculons dans cette histoire. Nous sommes devenus en quelque sorte un pays du tiers-monde, où la faim est devenue systémique pour un certain nombre de personnes. Rappelez-vous, en gros, nous avons le même âge là, le bateau qui chaque jour ou presque arrivait à Bombay pour décharger des tonnes de blé pour empêcher la famine en Inde. Ben, on commence à le ressembler à ces histoires-là. Hein. Il y a quand même, effectivement, vous avez raison, un problème politique qui se pose. Hein. Parce que là, soigner la plaie apparente, et sans un traitement de fond, on ne sait pas très bien où ça va aller. Bon, je me dis, écoutez, la parole est à vous maintenant. Merci, bonsoir. Bon, moi je réagis à la dernière intervention. Moi je pense que vous en faites déjà beaucoup. Et donc si en plus vous dites que vous devez agir sur les causes, je pense que vous aurez beaucoup de mal à y arriver et que en fait ce n'est pas votre rôle. C'est vrai que vous êtes vous surtout sur les conséquences. Les causes, ça relève de nos élus et éventuellement pour les questions salariales des syndicats. Bon, voilà. Mais je pense que vous ne pouvez pas tout faire, même si je comprends bien sûr votre souhait de pouvoir être plus efficace encore et plus utile, mais moi j'estime que vous en faites tous déjà énormément. Et merci d'être là et de tout ce que vous faites, le mouvement associatif. Et j'avais alors une question plus locale aussi à Madame du Secours Populaire, parce que vous dites qu'il n'y a aucun local gratuit sur Nice. Alors j'avais cru comprendre et entendre de la part de la mairie qu'il y avait, surtout dans les locaux qui dépendent de Côte d'Azur Habitat, je pense, des exonérations totales de loyer. Donc, voilà, c'est peut-être pas toutes les associations qui sont concernées, mais voilà, donc j'ai cette question parce que j'avais en tête autre chose. Alors, je voudrais répondre, puisque monsieur parle du Secours Populaire, on n'a pas du tout d'exonération de loyer.
absolument pas. Et une antenne dans Côte d'Azur Habitat, ben, on en a qu'une, elles sont au Rive du Paillon. Et toutes les autres sont des bailleurs privés. Et quand je disais tout à l'heure, il faut réfléchir aux causes, il est évident que ce n'est pas notre rôle. Mais moi, ça fait depuis 1983 que je suis au Secours populaire, je me sens un petit peu inutile aujourd'hui, enfin inutile entre guillemets. Je me dis, en continuant à distribuer cet alimentaire sans essayer d'arranger un petit peu, enfin de s'attaquer aux causes, j'ai cette impression de maintenir certaines personnes dans la précarité. Voilà, ça c'est mon ressenti. Oui, alors pour les Restos du Cœur, on a quand même des locaux prêtés gratuitement par l'OPAM notamment, on en a deux, par le conseil départemental. Après, quand on s'éloigne de Saint-Laurent, la mairie de Saint-Laurent laisse un local, la mairie de Cagnes laisse un local, à Antibes c'est la même chose, à Cannes aussi. Voilà. Oui, moi j'aimerais vous interroger sur un point particulier. J'ai vu un peu, on va dire, le tableau assez désastreux que vous avez dressé de la situation de la précarité, aussi bien sur le plan local que même national. Moi j'aimerais bien me poser une question, compte tenu, on va dire, de l'état de la situation, et on va dire, outre les facteurs, on va dire, strictement économiques et sociaux, on va dire, sur une population précaire, qui sont dans la même situation sur le plan économique et social. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les autres facteurs de précarité, donc non économiques et sociaux, c'est-à-dire liés notamment à l'âge, à l'état de santé physique et psychique, au handicap, à l'absence de maîtrise de la langue et du fonctionnement des institutions publiques et privées, qui se rajoutent donc aux éléments de précarité d'ordre économique et social? Et est-ce que de fait, on ne se dirige pas vers une sorte de situation de darwinisme social entre les précaires eux-mêmes, où finalement c'est ceux qui sont dans, on va dire, dans meilleur état encore de fonctionnement sur le plan physique, psychique et d'intégration dans la société telle qu'elle est, qui arrivent à s'en sortir par rapport aux autres à situation économique et sociale équivalente? Qui répond? Alors, j'ai peut-être pas bien saisi votre question. Le Secours populaire a plusieurs commissions, une commission handicap, une commission sans domicile stable, mais migrants, puisque nous nous occupons également de migrants à Vintimille. Nous faisons partie d'un collectif d'associations où on intervient tous les jours pour que les migrants présents puissent manger, s'habiller, se réchauffer un petit peu en leur donnant des couvertures. Alors, quand on parle de handicap, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes handicapées seules chez elles. Et le Secours populaire, évidemment, ne peut pas tout faire non plus, s'occupe de les distraire, à savoir leur organise des vacances, des journées bonheur tout au long de l'année. Ça, c'est une commission qui est extrêmement active. Après, les migrants, vous parlez des migrants, le problème de la langue, c'est ça? C'est-à-dire, moi, ce que j'ai abordé, c'était le problème du cumul des facteurs de précarité qui s'additionnent. Ce dont je parlais, c'était les facteurs de précarité qui, au-delà de l'aspect strictement économique et social, peuvent se cumuler, se multiplier et accroître l'ampleur des difficultés, notamment pour
s'intégrer, disons, dans les dispositifs d'aide et d'assistance, aussi bien publics que privés, quoi, pour arriver à s'intégrer. Quand vous dites, quand certains ont dit, par exemple, pour bénéficier d'un repas, il faut faire la queue pendant X temps, il y a des personnes qui, bien qu'étant pauvres, auront la force physique et psychique de le faire. Il y en a d'autres, elles seront tellement dans un état tellement dégradé qu'elles ne pourront pas le faire, même si elles auraient le droit de le faire. C'est un peu ça la question. Oui, mais si elles sont reconnues et identifiées, le secours populaire va aller vers... c'est eux qui vont amener les repas. Après, encore faut-il qu'ils soient identifiés. Et je sais, les assistantes sociales, logiquement, nous le signalent, puisque bon, elles s'occupent de personnes justement handicapées. Mais c'est vrai que le cumul de tout ça... oui, bon, je ne sais pas quoi dire, parce que je me dis, est-ce que c'est le rôle des associations de s'occuper de ces personnes? Je ne sais pas. Si je peux compléter juste sur deux points par rapport aux questions précédentes et puis à celle-ci. Enfin, effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une surreprésentation des personnes qui ont des troubles psychiques, mentaux, etc., qui se retrouvent à la rue. Mais après aussi, le fait d'être à la rue, ça crée beaucoup de difficultés mentales, psychiques, etc. Donc, dans ce sens-là, il y a un effet d'entraînement qui joue dans les deux sens. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit pour les personnes migrantes. Le fait de tout ce qu'elles ont à la fois subi dans leur pays de départ et puis toute la traversée pour arriver jusqu'à nous. Et ensuite, ce à quoi elles sont exposées une fois arrivées en France avant d'être... prise en charge, pour être prise en charge, dans la prise en charge, etc. Tout ça, ça fait qu'il y a des troubles mentaux, des troubles psychiques qui sont importants, donc des psychotraumatismes forts. Par exemple, sur les demandeurs d'asile, c'est la première cause le premier problème médicaux identifié, c'est les troubles psychotraumatiques liés à toutes ces expériences, et où aussi on se rend compte que la manière d'être traité en France, ça devient une source de psychotrauma au même titre que le passage en Libye, ou les sévices subis dans le pays d'origine, ce qui en dit quand même long. Évidemment, c'est pas du même ordre, hein. Mais par contre, comme c'est le moment où ils arrivent et où ils ont l'impression que ça va aller mieux, ça en dit long sur la piètre qualité de ce qu'on offre. Et juste une deuxième remarque très rapide, c'était sur l'idée que ce ne serait pas le rôle des associations d'identifier les causes des problèmes. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça, parce que la plupart de ces associations, elles ont une mission de plaidoyer. C'est pour ça que je voulais remettre le PowerPoint, parce que vous voyez, là c'est le rapport du Secours catholique, ça c'est le rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Ils produisent des données, ils interpellent les pouvoirs publics. Toutes ces associations dans le domaine de la rencontre. Oui, mais de fait, les assos, elles sont pas que là pour mettre des pansements sur les jambes de bois. Elles ont aussi, historiquement, depuis très longtemps, un rôle d'interpellation parce que de fait, vous avez des compétences et une connaissance du terrain que les institutions politiques et tout ça n'ont pas toujours. Et donc, c'est un rôle important. Donc, c'est pas... moi, ça ne me choque pas de faire ça aussi, ce qui n'empêche pas de continuer à discuter de la nourriture. Voilà. J'allais rajouter, notamment, il existe la part dont on bénéficie tous les deux de l'aide de l'Union européenne. C'était pas évident au départ d'avoir l'aide européenne. C'est quand même une démarche qui a été faite, qui était une démarche politique. Il y a aujourd'hui encore, si vous faites des dons, vous en bénéficiez, la loi Coluche, qui permet aux donateurs, quand on fait un chèque de 100 €, il y en a 75 € qui sont défiscalisés. Donc c'est bien une action politique à ce niveau. À propos de politique, en fait, il s'agit de ça. Là, on fait un constat et ça, vous faites un boulot extraordinaire. Cela dit, on compte sur vous et sur nous. Mais en même temps, c'est vraiment le problème politique qui se pose. Parce que quelle élection, dans quelle campagne entend-on parler de personnes qui sont en difficulté? Dans les programmes, on ne voit pas grand-chose là-dessus. Même dans le programme commun, il y a une trentaine d'années. Mais en tout cas, il y a ça, c'est le problème. Et ça, là maintenant, dans une campagne municipale, ne serait-ce que ça,
parce que quand on dit qu'il n'y a pas de lieu à Nice, c'est quand même extraordinaire, hein, avec le nombre de maisons vides, enfin, vous connaissez la musique, hein. En tout cas, c'est un politique. Et ça, je crois que, alors, quel que soit maintenant le parti, hein, en tout cas, c'est politique et il faut se bouger politiquement. Alors, c'est pas à vous de bouger, bien sûr, hein, vous faites. Mais c'est à nous, ici, hein, c'est à nous de bouger, à nous, auditoire. Voilà. Tous les citoyens, on est aussi citoyens en tant que représentants d'associations. Donc, à nous aussi de se bouger et d'alerter les services publics. De plus en plus, il n'y a plus de services publics, de plus en plus, parce que le Secours populaire fait aussi les déclarations d'impôts aux personnes âgées, fait aussi tout l'accompagnement administratif, que maintenant, on fait tout par Internet. Oui, moi je veux bien, on fait tout par Internet, mais le service public n'existe pratiquement plus maintenant. Donc ça retombe, c'est à la charge des associations. Hein? Monter un dossier de surendettement, une déclaration d'impôt, trouver, ne serait-ce que sur une attestation, sortir une attestation CAF. Si on n'a pas d'ordinateur, on ne peut pas le faire. Et puis aller à la CAF, c'est pratiquement toujours fermé. C'est pas forcément à proximité de chez soi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, et pas parce que le bénéficiaire qui vient nous rencontrer, c'est pas simplement souvent pour manger, c'est pour obtenir un accompagnement social, hein, l'ouverture des droits, par exemple. Il n'y a pas que les assistantes sociales qui le font. Nous aussi, on le fait au quotidien. Donc, quand vous dites... c'est aussi aux associations. Non, je dis pas c'est à elles de faire, je dis elles le font déjà beaucoup. Voilà, on le fait beaucoup. Mais encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Alors, moi, je voudrais rajouter sur les... C'est un problème politique, c'est vrai. Alors les politiques, ils viennent voir les associations au moment des élections. Parce que sur une liste, d'avoir quelqu'un où on marque bénévole au secours pauvre ou bénévole au Resto du Cœur, ça fait bien, ça attire le client. C'est à ce moment-là qu'ils viennent nous voir, pas les autres fois. Oui, madame, bénévole du Secours populaire, j'ai beaucoup apprécié votre sincérité quand vous dites que après 20 ans de bénévolat au Secours populaire, vous en êtes arrivé à... 40, vous êtes arrivé à la prise de conscience que finalement, nous maintenons les gens dans la précarité. J'ai retenu la formule. Et je serais tenté d'y ajouter 3 mots qui vont peut-être encore plus loin. Nous contribuons à masquer la réalité. Parce qu'effectivement, on ne ramasse pas les morts dans la rue le matin. Les gens ne meurent pas de faim sur les trottoirs. Ouais. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc non seulement je comprends votre ressenti en disant que nous maintenons ces gens dans la pauvreté, mais en plus nous contribuons aux yeux des citoyens à masquer l'ampleur et la gravité du problème. Alors pour ma part, je suis bénévole aussi d'une association qui travaille en partenariat avec vous à Nice, hein, Solidarité 06. Et là aussi, je vois que les aides à caractère privé sont importantes et sont en progression. Nous avons commencé il y a presque 10 ans, nous n'étions pas une association, nous faisions quelques maraudes le samedi soir en cuisinant nous-mêmes à la maison et avec des petits moyens. Et puis nous sommes devenus une association et je citerai un exemple. Maintenant, vous savez sans doute, il y a un restaurant dans le Vieux-Nice, Tandoori-Flamme, qui depuis 8 ans nous prête sa cuisine tous les samedis après-midi pendant 3 heures. Magnifique cuisine intégrée, tout en inox, etc. On dispose de cette cuisine le samedi entre 15h et 18h. Et là, ça nous permet de préparer entre 100 et 150 repas chauds. À 18h arrive le gros de la troupe, les bénévoles. Hein. Et là, nous partons en maraude sur 3 itinéraires différents dans la ville de Nice avec des caddies isothermes. Donc voilà un exemple d'aide privée qui est considérable. J'ajouterai qu'au-delà du prêt de la cuisine, il n'hésite pas de temps en temps à nous donner un sac de 20 kg de riz ou autre chose. Hein, voilà.
Bon, ensuite, il y a l'apport du bénévolat, qui est, et là c'est encourageant, là je vais faire une remarque encourageante. On constate depuis, allez, on va dire 3 ans, en gros depuis la crise Covid, une montée en puissance du bénévolat. Je trouve ça très encourageant. Vous voyez, au départ, il est arrivé que nous nous retrouvions le samedi soir une douzaine de bénévoles pour faire 3 parcours dans la ville. Vous avez 3 équipes de 4, beaucoup de choses à porter, c'était très lourd, très difficile, très chargé en nourriture, en vêtements, etc. Et maintenant, le samedi soir, eh bien, il y a couramment entre 40 et 50 bénévoles. Ça, c'est considérable, c'est très encourageant, et j'ajouterai beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, je serais tenté de dire étudiantes surtout. Voilà, et ça, c'est extrêmement encourageant. Et l'un de nos animateurs voit dans cette montée en puissance du bénévolat un moyen pour ces jeunes d'acquérir une expérience de vie en quelque sorte, en côtoyant des éléments de la société qu'ils n'auraient pas côtoyés dans leur milieu familial ou professionnel, et donc d'acquérir une expérience qui pourrait leur servir pendant toute leur vie. Et je crois que c'est un des facteurs qui font qu'ils sont là. Moi, j'y vois également un autre facteur qui est moins mis en avant, c'est que certains d'entre eux, je vois en discutant avec eux, sont là très clairement sur des motivations, on va dire, de colère politique et sociale. Voilà. Oui. Je voudrais dire que sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous prête le restaurant. Oui. J'ai participé à des maraudes avec les Restos du Cœur et ce que je constate, c'est que le français est généreux. Oui. On s'arrêtait, voir quelqu'un qui me disait « Ah non, mais la dame du 3e, elle m'a descendu la soupe tout à l'heure. » Le français est généreux. Pour les gens qui vivent dans la rue, le français, il y a celui qui tourne la tête, mais il y en a beaucoup qui vont lui amener un sandwich et lui amener un truc de soupe. Ouais. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Le Secours populaire fait également les maraudes toutes les semaines. C'est des maraudes sur la ville de Nice, Antibes et à Ventimille. Alors, concernant les sans domicile stable, là aussi, il y a un changement. Comme vous disiez, c'est plus les vagabonds, c'est plus... Non, c'est n'importe qui peut devenir SDS du jour au lendemain. C'est une population qui a changé. Et moi, un jour, il y a quelques années, oui, et j'ai ce même sentiment que de distribuer mes colis alimentaires, c'est-à-dire aller à la rencontre des SDS, faire ma BA, allez, on va donner de la soupe, on va donner des couvertures, on va donner des vêtements. Et après, nous, ce que j'ai essayé d'instaurer, c'est essayer de sortir le maximum de personnes, de les aider à sortir de la rue. Alors, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, mais bon, il faut là aussi faire un travail, parce que moi, ce qui m'a fait prendre conscience qu'on n'en faisait pas assez, c'est quand une personne sans domicile stable est venue me voir en me disant, en me regardant, puis me dit, ça y est, tu as fait ta BA, tu m'as donné de la soupe, tu m'as donné des vêtements, tu es contente, tu vas rentrer chez toi, tu vas être contente de toi. Ça m'a fait mal, parce que c'est vrai que c'est un investissement d'aller à la rencontre des SDS, c'est du boulot, il fait froid, ou l'été il fait chaud, mais il a raison. Il a raison. Donc, on essaie aussi de, pas simplement de leur donner de la nourriture ou des vêtements ou autre, mais on essaie de les sortir aussi de la rue. Et ça, le Secours populaire le fait. Effectivement, je pense que les gens qui sont dans la rue ont besoin d'une reconnaissance. La nourriture est un moyen, disons, d'aller vers l'acceptation, mais ils ont besoin de la reconnaissance. Je pense qu'on n'a vraiment pas de problème, nous, de nourriture à Nice. Le logement est le problème, et la reconnaissance d'être un être humain, juste, que l'on ne juge pas.
Et moi, je peux donner un petit exemple qui est un exemple bête, mais donc je fais des distributions alimentaires, et il m'arrive de me promener en ville et que quelqu'un à qui je donne à manger et qu'on connaît malheureusement depuis des années soit là, et je suis avec mon épouse, et on va lui dire bonjour, et ils sont heureux d'admettre qu'ils ne sont pas les personnes où on va tourner la tête. On a très très peu de gens dans les gens que l'on accueille, de gens qui... Ils ont besoin qu'on les reconnaisse, et une fois que c'est fait, c'est une espèce de famille, et ça devient... Alors je pense qu'effectivement, on ne les aide pas forcément rapidement à sortir de la précarité, mais malheureusement, ce n'est pas nous. Mais si nous ne sommes plus là, cette précarité va devenir... en plus, actuellement, avec la proximité de l'Italie, beaucoup de migrants et de personnes qui arrivent, il y a des gros problèmes dans la précarité, c'est-à-dire que les gens, des fois, ne se supportent pas entre eux, en pensant qu'on aide plutôt quelqu'un qui va arriver de loin, plutôt que lui qui est là depuis longtemps. Donc c'est à nous d'être très vigilants et surtout d'ouvrir cette idée de l'aide et de l'hébergement moral et de l'hébergement physique aussi. On fait ça aussi, le Secours Populaire, Resto du Cœur, on a quelques logements des fois qui nous permettent d'aider provisoirement. Il y a différentes associations qui le font où on se permet, vu la région en plus difficile au niveau immobilier, d'aider des gens pour essayer de passer le pas, c'est-à-dire que le principe c'est de leur donner, ce que disait Madame, c'est de leur donner la possibilité d'accéder à sortir de cette précarité. Donc je ne pense pas qu'il faille abandonner l'idée de les aider, au contraire, il faut qu'on soit là, parce que de toute façon l'État ne le fait pas. Et il faut justement leur donner cette réalité de la vie, c'est-à-dire qu'ils sont les personnes que l'on considère, et des fois effectivement ils vont être durs avec nous, parce que la difficulté c'est que le climat n'est pas toujours le climat de la Côte d'Azur, il y a aussi la difficulté de la rue, du climat. Il arrive qu'entre eux ils aient des difficultés, avec nous aussi dans le rapport humain, et c'est uniquement avec juste le fait qu'on les considère comme nous tous, comme des êtres qui ne sont pas des êtres parallèles, ce sont des êtres qui, comme nous tous, on peut devenir des gens qui allons nous retrouver dans la rue, mais on a tous envie d'en sortir, et on est là pour les aider à sortir de cette précarité. Alors certains n'ont pas envie. Honnêtement, il y a certaines personnes, je connais quelques personnes qui sont ce que l'on appelait avant les gens de la rue, donc qui sont des gens qui vivent bien cette vie, parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a la population aussi qui les considère comme juste des voisins de quartier. Oui, oui. C'est-à-dire, on va le matin leur proposer de venir prendre une douche, on va leur apporter un café, on va discuter avec eux, on va leur donner un petit plat qu'on a préparé à la maison parce que une fois on leur a donné, ils aiment ça, donc on va et ça fait partie, disons, de cette, à mon avis, de cette nous, notre rôle, il est de savoir essayer de refaire un rôle de réunification entre les gens de la rue et les gens que nous sommes. On est tous capables de venir dans la rue, on n'est pas des êtres exceptionnels quand on va dans la rue pour donner à manger aux gens. On n'est pas des êtres exceptionnels. Des fois on me dit merci, je dis non. Moi je dis aux gens merci à toi de me parler, de me dire quel est le problème et comment tu me considères, quoi. Parce que des fois, on a des moments où il y a de l'agressivité, on va répondre d'une manière normale comme on parle avec vous, et on a réussi à remettre en route des gens et de leur donner cette confiance qu'ils ont perdue. Et on est, je pense que c'est... Il ne faut pas penser qu'on est trop sur l'aide de... Et on est là pour les aider à sortir, mais surtout à survivre dans l'état de difficulté dans lequel l'État, effectivement, et les États, de manière générale, mettent la population qu'on a, et qui est celle que l'on... Et on est une région, malheureusement, où on n'est pas du tout. Oui. Voilà. Dans le sillage de ce qui vient d'être dit, je crois que nous sommes dans des sociétés où l'inégalité se creuse et s'approfondit.
Et toute une série d'études de sociologues montrent que la douleur, l'humiliation s'ajoute à la misère. Et que plus la richesse est spectaculaire, ce qui est le cas dans la Côte d'Azur et aux États-Unis par exemple, la souffrance des précaires est d'autant plus difficile à supporter. Donc l'humiliation, c'est aussi, je pense, un grave problème dans une société qui devient de plus en plus inégale et dont tout le monde, apparemment, s'adapte, ou presque. Oui, simplement deux éléments. Il y a quelques années, 40 ans, je m'occupais de syndicalisme auprès de personnel de l'éducation nationale, mais personnel non enseignant. Et déjà à ce moment-là, on avait des gens qui arrivaient à Nice, qui ne trouvaient pas à se loger, parce qu'avec leurs revenus en tant que catégorie C de l'éducation nationale, ils n'avaient pas le moyen de prendre un logement. Et on a été obligé de présenter plein de dossiers pour dire aux instances d'éducation nationale, là, il faut donner une aide, et ils logeaient dans leur voiture. C'est tout ce qu'ils savaient. Moi, je crois qu'il faut imaginer que ça dure depuis très longtemps. Ça s'est aggravé. C'est la deuxième chose que je voulais demander. On a eu beaucoup de chiffres, ça m'a intéressé. D'ailleurs, il faudrait nous les fournir pour qu'on puisse les mettre en groupe, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous lisibles, qu'on puisse travailler avec les Amis de la Liberté là-dessus. Mais il me semble qu'il serait intéressant de s'adresser aux politiques avec des chiffres qui correspondent à notre ville, à notre département, parce que là aussi, il y a des décideurs qui pourraient faire des choses. Moi, je comprends mal que l'on n'ait pas plus de logements mis à disposition et des associations, pas pour mettre simplement de l'accueil de bénévoles, non, pour qu'on puisse accueillir les gens qui en ont besoin et pour qu'on puisse aussi faire le travail nécessaire comme ça a été fait grâce à un privé pour la cuisine. Donc ma demande, elle est toute simple, ma question, est-ce qu'on pourrait avoir quelque part, ou est-ce qu'il faut faire de la compilation, et moi je suis prêt à travailler là-dessus, pour avoir des chiffres, ville, département, mais de chez nous, pour pouvoir ensuite s'adresser aux politiques. Ce que vous dites, on fournit des chiffres tous les ans lorsqu'on demande des subventions. C'est fait. C'est nous qui allons... Ah, vous qui en avez... Non, non, parce que vous dites il est important d'avoir les chiffres de chez nous. Et que ce soit les maires, que ce soit le département, ils ont tous ces chiffres. Où peut-on se les procurer? Alors, si quelqu'un a de quoi noter, je peux les noter, je peux vous les donner sur le 06. Les Restos du Cœur. 9000 cet été, par semaine, 9031 familles accueillies. Ce qui représente 21 070 personnes par semaine. Et de repas servis par semaine, 2 640 000. Il faut savoir que sur les 9031 familles accueillies, il y en a 5300 à Nice. Rien que Nice. Si vous donnez je les tiens à votre disposition, les chiffres. Votre mail, on vous enverra le rapport. La pauvreté est devenue un phénomène de masse. On vous enverra le rapport annuel. Tous les ans, on a un rapport annuel qui indique les chiffres d'accueil des personnes, du nombre de repas servis, nombre de personnes qu'on envoie en vacances, parce que le Secours populaire ne fait pas que de la distribution alimentaire. Pouvez-vous nous parler Je crois, 30 secondes. On fait tous autre chose que l'aide alimentaire. C'est-à-dire que nous donnons des cours de français, des cours d'alphabétisation. Nous faisons ce qu'on appelle l'estime de soi. Alors, parce que il faut bien voir que la personne en situation de précarité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste chez elle, elle ne bouge pas. Donc on les fait sortir, on a des coiffeurs qui vont coiffer ces personnes. C'est l'estime de soi. C'est-à-dire dire, mais je suis comme mon voisin, je suis comme l'autre.
Et ça, c'est important. On est un partenaire avec la CPAM et avec la CAF, c'est-à-dire quelqu'un a un problème. Non, je ne peux pas acheter des lunettes parce que on touche la CAF dans les 24 heures, le problème est réglé. Donc ça marche. Et ça, c'est important. Les assurances scolaires. Pareil, la MAE, on travaille avec la MAE, assurance scolaire gratuite. Oui, pouvez-vous nous parler des modalités de coordination qui existent entre vous et entre différentes associations? Alors, et sur le plan national. Ouais. Il existe sur Nice l'intersecours. Mettez-vous le micro. Il existe l'intersecours Nice qui est toutes les associations qui interviennent dans la rue. Solidarité 06 en fait partie, le Secours Pop en fait partie, MIR, je ne sais pas, je vais tout oublier parce qu'ils sont de la Banque Alimentaire. Tout le monde et ils se réunissent régulièrement pour parler de la rue et des problèmes de la rue. Et trois associations monégasques qui viennent nous aider dans la distribution alimentaire, ce qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'ils viennent le soir, on se partage à 5 associations, les pépiniers, tous les soirs, une distribution alimentaire, et on a 3 associations qui sont monégasques. Et voilà, et donc, et il y a, comme dit René, l'ISN donc, qui gère tout ça et qui essaye de faire une cohésion dans le système, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir la même manière d'agir et la même envie. Voilà. Il faut savoir que Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Secours Populaire et Restos du Cœur ont fait une collecte à Carrefour Lingostière ensemble. C'est la première fois. Mais c'est la première. Mais c'est un début. Ouais. Voilà, moi je vais parler de Nice. Je suis président des Amis de la Liberté, hein, donc on a fait la conférence sur les logements. 47 000 demandes de logements sociaux à Nice. D'autre part, il y a eu plein de déclarations de l'association Albert Pierre et d'autres organismes sérieux. Nice, c'est la 2e ville où il y a le plus de misère de France. Et on nous montre toujours la Côte d'Azur, les beaux immeubles, les beaux hôtels, les aménagements, on casse le théâtre, on casse l'Acropolis pour faire un jardin. En fin de compte, le maire lui-même, il a dit « je ne veux plus de tourisme populaire ». Donc vous voyez l'état d'esprit. Et on est une ville de misérables. Et il faut le comprendre. Parce qu'on nous montre toujours dans les médias Nice, la Côte d'Azur, etc. Mais la réalité, elle est dramatique. Juste Je rapidement veux par dire, rapport... quand on sait qu'à Nice, on a 12% de logements sociaux, il ne faut pas s'étonner. Hein. Sur la question de madame, il y a, au niveau national, il y a la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui rassemble toutes les grosses assos pourvoyeuses d'aide sociale, etc. Et ils jouent un rôle important de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, ils ont fait bouger le gouvernement sur un certain nombre de choses, etc. Notamment, par exemple, quand il y a eu le gouvernement, après la crise Covid, avait annoncé qu'il voulait diminuer le nombre de places d'hébergement, là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu des interpellations publiques de la FAS qu'ils ont reculé, et finalement ils n'ont pas fermé les places. Et il y a des déclinaisons par région, donc il y a la FAS, moi celle que je connais c'est Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a ici aussi, donc qui porte aussi des messages localement. Quoi. Et sur la question sur les statistiques, il y a aussi sur le site de l'INSEE, vous pouvez avoir toutes les statistiques sur la pauvreté, etc., qui sont déclinées aussi localement, par ville ou par département, etc., donc vous pouvez aussi avoir des infos comme ça. Est-ce qu'il y a encore des... Mon souci, c'était un souci que puisque les Restos du Cœur ont modifié leur barème, je suppose qu'il y a un basculement sur le Secours Populaire ou sur une autre association. Donc ma question c'était comment peut-on couvrir les besoins généraux en l'espèce de la ville avec vos différentes actions. Alors, nous n'avons pas baissé notre barème. Nous avons appliqué un barème unique, ce qui est différent. Et ce que je disais au départ, c'est que ceux qui passaient l'hiver dernier, il y en a 7% qui ne passent plus. Par contre,
sur les 3 premières semaines, par rapport à l'hiver dernier, on a quand même 12% d'augmentation. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris cette mesure, on avait 20% d'augmentation. Ça veut quand même dire qu'il y en a qui ne peuvent plus en bénéficier. C'est ça la question. Oui. Ils sont orientés. Ils sont orientés. Alors déjà comme dit Gérard tout à l'heure, il est à 450 familles alors qu'il y a un an, il était à 300 familles. Il y a un basculement vers la distribution de rue. On a malheureusement de plus en plus de monde qui, avant, ne venait pas. Oui, pardon. Il y a de plus en plus de monde, et comme on disait, des étudiants, des retraités, des gens qui travaillent même, qui en sortant du travail, viennent faire la queue pour manger. Et c'est malheureusement, on va voir de plus en plus ce style d'événement, de personnes de ce type dans la rue. Et en plus, avec la difficulté les gens des fois ont du mal à s'admettre, admettre qu'il y a aussi des gens qui sont malheureusement des migrants qui en ont besoin. Tout le monde a besoin d'aide. Ça va être difficile de réussir à aider tout le monde, mais tout le monde, et je pense qu'il va falloir que l'on accepte qu'il faut se respecter, c'est-à-dire qu'il y ait admettre que être dans la rue, ça peut arriver à tout le monde, et on ne doit pas juger celui qui est à côté de lui dans la rue, il faut qu'on s'admette tel qu'on est. Et c'est ça, ça va être ça la plus grosse difficulté. Mais bon, je pense que toutes les associations réussissent à avoir cette belle intelligence, d'abord qu'on communique beaucoup, donc on essaye de communiquer de plus en plus. Ça, c'est ce qui est important, qui était un peu le problème auparavant. Il y a peut-être moins d'intelligence de discussion et de communication entre nous. On essaye d'avancer là-dessus, c'est-à-dire en étant solidaire, en essayant d'adapter les besoins et de se donner le coup de main au moment où un peut, l'autre ne peut pas, ben voilà, on est complémentaires. Et ça, c'est très, très, très important. On a la chance, nous, au Restaurant du Cœur, d'avoir donc un système, donc au niveau, par exemple, de tout ce qui est fourniture alimentaire et vestimentaire, puisqu'on fait aussi la distribution vestimentaire, d'avoir une centrale d'achat qui est à Paris, c'est-à-dire que tout est fait à Paris. Et on a des produits de base, en plus des produits de l'Europe, donc qui sont des produits achetés. Et nous avons, nous, ce qui est très très bien, et ce soir, je ne suis pas, mais on distribue ce soir 4 à 500 par cas dans la rue, sur nos points de distribution alimentaire. La semaine dernière, c'était l'UV. Et les Restaurants du Cœur sont une des associations qui est le plus gros fournisseur au niveau de vêtements neufs, en plus, qui sont des vêtements achetés, qui sont neufs, et où on nous donne la consigne que le duvet, malheureusement, qui est un objet qui est indispensable, ce n'est pas, il y a malheureusement, ils sont volés, mais quand il pleut, ben, il est détruit, parce que les gens qui dorment dehors, voilà, et on n'est pas limité dans le nombre de duvets qu'on va donner, on a toujours des duvets avec nous, on fait ces grosses distributions 2 fois dans l'année, au moment donc des grands froids, voilà, et ces duvets ou ces vêtements, on les donne aussi bien aux personnes qui sont des migrants, des gens qui sont des personnes âgées et qui me disent j'ai pas de chauffage à la maison, ben, je vais leur donner un duvet on va leur donner un duvet parce que ça va les aider à subvenir à leurs besoins de survie. Des gants, des bonnets, tout ce qui est, voilà. Et c'est le complément alimentaire qui est important, c'est-à-dire que l'alimentaire n'est qu'un moyen de venir pour chercher ça, et le contact humain qui est, voilà, nous on se base vraiment sur... Ouais, je voulais rajouter que avant, le centre des restos était ouvert la semaine, donc voilà. Il y a 4 ans, on a ouvert un centre des restos sur l'est du département de Nice, ouvert le samedi matin. Et on a 200 familles qui viennent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir la semaine. C'est des étudiants. C'est toute cette sorte de gens qu'on ne pensait pas voir un jour venir bénéficier de l'aide alimentaire. Et c'est important. Et je pense qu'il y a une chose qui est aussi très importante, c'est que là on est donc représentant des grosses associations, entre guillemets, mais il y a énormément aussi de toutes petites associations qui en général ne sont pas du tout subventionnées, qui sont totalement donc indépendantes de réflexion et d'action, et qui, elles, ont une action énorme
parce que il y a donc un suivi des associations existe depuis des années, avec ce suivi humain et psychologique qui est indispensable, administratif, scolaire, vêtements, donc tout ce qui est le but de l'aide qu'on peut faire. Et les gens d'ailleurs ont des fois plus tendance à venir dans des petites associations parce que c'est beaucoup plus discret, disons, on ne va pas aller voir la grosse affiche des restos ou le secours populaire, qui sont indispensables et qui existent et où le but est vraiment, ce qu'on leur dit toujours, on leur dit de toute façon, il n'y a aucun jugement dans nos associations. Vous venez, il y a la discrétion qui est assurée, et bon. Mais il y a aussi heureusement ce groupe d'associations petites qui réussissent à aider. Et on est en train justement, je pense, de réussir à tous commencer à travailler dans cette belle intelligence de la communication et de s'entraider avec le poids que peuvent avoir les grosses associations, l'intimité que peuvent avoir les petites associations, et tout ça, ça permet d'avancer et de donner donc un maillage qui, on l'espère, pas permettra de sortir de cette situation, parce qu'on n'en sortira pas, mais de continuer à survivre avec ça. C'est vrai qu'il est, depuis quelques années, de nombreuses petites associations se créent. Et ça aussi, c'est l'après-Covid. Et le Secours populaire travaille avec énormément avec ces petites associations en leur fournissant la nourriture à distribuer. Vous avez des locaux, vous n'avez pas de bouffe, et bien nous on n'a pas de locaux, on va vous donner de la bouffe pour que ce soit distribué dans les quartiers. On travaille en très bonne intelligence sur le département ainsi que sur la région avec d'autres associations. Ce qui ne se faisait pas trop il y a quelques années, je dois l'avouer. Merci. On a vu. Oui, merci pour tous ces témoignages. Donc j'apprends beaucoup, et notamment encore à l'instant justement sur ce rôle et cette articulation avec les petites associations. Parce que moi, finalement, je connais finalement surtout les grandes que vous êtes. Et parmi ce que j'ai appris, donc ça c'est ce qui m'a, une information, et ce qui m'a peut-être le plus étonné aussi ce soir, c'est donc ce qu'a dit le monsieur de Solidarité 06 sur le nombre croissant de bénévoles. Donc ce que j'ignorais, mais qui corrobore justement quelque chose que m'a dit une dame la semaine dernière que j'ai rencontrée, et qui est bénévole à l'armée du salut, et qui disait à peu près la même chose. Donc qu'il y a quelques années on cherchait vraiment des bénévoles, elle disait son président, et que maintenant à la limite il pourrait presque organiser des castings, tellement il tellement il y a presque trop de personnes qui viennent se proposer pour le bénévolat. Mais également, ce qui m'apparaît intéressant, c'est bien sûr c'est le fait que des étudiants viennent, enfin des personnes jeunes. Oui, ça leur fait une expérience, parce qu'en effet, ils rencontrent des personnes qui ne rencontrent pas forcément dans leur milieu. Mais également, ce qui me semble intéressant, c'est que tous ces jeunes viennent rejoindre les militants et les bénévoles de longue date, et qui aujourd'hui 50, 60, 70 ans, 80 même. Et ça fait, je pense aussi, une activité citoyenne intergénérationnelle, ce qui me paraît moi très important, parce que je trouve qu'aujourd'hui on manque de lieux d'action intergénérationnelle, et donc c'est aussi une opportunité que cela se produise, et je trouve ça encourageant, très positif. Je suis heureux de l'apprendre. Ça donne un avantage aux vieux bénévoles, c'est qu'ils rajeunissent. Et je pense qu'effectivement, le Covid a été un des éléments qui a déclenché cette envie de faire du bénévolat. Les gens avaient une envie d'avoir une utilité, parce qu'ils se sentaient du jour au lendemain un peu abandonnés. Il y a donc beaucoup de jeunes qui sont arrivés, de gens qui travaillaient. Donc on a réussi donc à ne pas éliminer parce qu'il y a aussi le problème par exemple, nous, au Restos du Cœur, nous avions beaucoup de personnes âgées. Et à un moment, ces personnes âgées ne pouvaient pas plus être là par rapport à l'âge, au risque qu'il y avait. Donc il fallait qu'on entretienne aussi, le fait que ces gens n'étaient pas mis hors du système. Ils restaient dans le système, mais ce n'étaient plus les éléments qui étaient sur le terrain. Et au fur et à mesure que le Covid
problèmes de Covid se sont estompés. Des gens qui travaillaient ont commencé à venir avec nous le soir, savoir s'ils pouvaient nous aider, ce qui existait beaucoup moins auparavant. Et ça a été une... Le Covid a créé cette chose qui était une chose très très importante et humaine. Et c'était important. Il me semble que le Covid a permis aussi de mettre en évidence les besoins des étudiants. Vous l'avez évoqué les uns et les autres ce soir. Merci pour vos interventions. Je voulais savoir si vous en saviez plus sur la sociologie de ce groupe très particulier, qui, à mon avis, est le révélateur de la dimension politique du problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les étudiants. Quelle est la sociologie des étudiants que vous rencontrez dans vos associations? En qualité de bénévole ou de personnes accueillies? Personnes accueillies. Ah ben, personnes accueillies, ça s'explique aujourd'hui. Un étudiant. Alors, on a beaucoup d'étudiants d'origine étrangère. Des Marocains, des Tunisiens qui viennent faire leur étude en France. Il faut savoir qu'il faut, notamment les Marocains, qu'ils aient une certaine somme d'argent dans leur pays pour pouvoir venir étudier. Sinon, on ne les autorise pas. Après, aujourd'hui, dans la mesure où la précarité augmente, ça veut dire que ces familles, les parents sont prises de la précarité. Et donc ils ne peuvent plus, une fois qu'ils ont payé la chambre étudiant, ben, ils ne peuvent rien donner au gamin. Et le gamin, il n'a pas grand-chose, si ce n'est rien. Ce qui ne se produisait pas avant. L'étudiant, d'abord, il était dans sa ville, ses parents lui payaient ses études, il rentrait le soir, c'est plus le cas. C'est plus ce qu'on a. On a des étudiants dans les CTU qui doivent payer leur loyer. Et une fois qu'ils ont payé leur loyer, quand les parents sont, eux, presque au seuil de la précarité, ben, ils font comment? Ben, ils viennent chez nous. Et très souvent, ces personnes, quand elles viennent, renvoient l'ascenseur, c'est-à-dire que l'été, quand ils n'ont pas cours, eh ben, ils viennent nous aider comme bénévoles. Vous nous avez bien développé les grosses rubriques, le logement, la nourriture et la convivialité. Je m'interroge sur la santé, parce que déjà quand tout va bien, on peut avoir des problèmes de santé à tous âges, à plus forte raison pour les enfants, et les vieux aussi. Mais il y a le problème de la santé. Quand j'étais parisien, on m'avait cité des ramasses qui ramassaient des gens dans la rue en hypothermie, à 25 degrés, qu'il fallait remonter. Bon, ces gens-là se retrouvent, j'imagine, en milieu hospitalier. Comment ça se passe? Si toutefois ils vont jusqu'à l'hôpital, il y en a peut-être qui meurent en cours de route, sur le trottoir, je ne sais pas. Alors ça, il y a le problème de santé, puis il y a le problème scolaire, parce que tous ces gens-là ont aussi des enfants qui sont sous-développés dès le départ, et qui n'auront jamais la croissance mentale nécessaire et suffisante pour tenir le coup dans la scolarité telle qu'elle est. Et ça, c'est un double problème qui m'affole complètement en tant que citoyen. Vraiment, déjà dans l'école qui est en voie de sclérose, pour différentes raisons, c'est en plus, on a des problèmes d'enfants qui n'ont pas toutes les facultés, qui ont leurs angoisses familiales et qui sont mal alimentés. On est dans un pays en sous-développement gravissime. C'est navrant. J'ajoute une petite rubrique personnelle. Lorsque j'étais adolescent, j'ai commencé à travailler. Je gagnais 150 francs par mois en francs. J'en donnais 150 à mes parents pour ma pension, alors que maintenant, ça serait plutôt l'inverse. Et alors, les étudiants, normalement, ils n'ont pas de temps à consacrer à des œuvres de ce genre. Les études, ça prend du temps, de l'énergie. On devrait pouvoir consacrer tout son temps aux études pour les réussir. Or, qu'est-ce que ça donne dans le monde étudiant, qui est aussi en voie de précarisation? Alors, si je peux répondre, nous avons 2 antennes d'étudiants.
Donc on les connaît bien, on les côtoie au quotidien. Quand vous dites ils doivent consacrer tout leur temps à leurs études, ben non, c'est pas vrai. Les étudiants précaires, il faut qu'ils bossent. Donc au lieu de passer, je ne sais pas, une maîtrise en 2 ans, eh ben, ils vont la passer en 3 ans. Au lieu ben, ils redoublent parce qu'ils n'ont pas tout le temps à consacrer à leurs études. Il faut travailler, pas simplement pour manger, parce que les étudiants en grande précarité, ils ne font qu'un repas par jour, vous savez ça. Donc le Secours populaire, c'est pour ça qu'ils ont ouvert 2 antennes uniquement destinées aux étudiants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes libertés pour venir nous rencontrer, ils ont des horaires un petit peu spéciaux, etc. Et évidemment, nous faisons en sorte que ces étudiants mangent correctement. Et eux, en retour, viennent nous aider lorsque le temps leur permet, parce que nous, on ne veut en aucun cas qu'ils viennent nous aider au détriment de leurs études. Ils viennent nous aider à faire des collectes alimentaires. Ces collectes alimentaires, c'est pour eux. Donc, ils viennent nous donner un coup de main. Mais en aucun cas, l'été, par exemple l'été, je sais que tous nos étudiants ont pratiquement tous un job, ou alors ils rentrent dans la famille où ils sont, parce que souvent ils sont très éloignés de leur famille, mais on les aide à trouver des jobs, mais on ne leur demande pas de venir nous aider l'été, c'est-à-dire c'est pas un échange, c'est pas nous on vous nourrit et vous en contrepartie vous allez venir nous aider. Ils viennent s'ils peuvent, mais leur principale préoccupation l'été, c'est de trouver un job pour pouvoir vivre l'hiver. Au niveau alimentaire, moi on m'a dit que les associations devaient passer obligatoirement par la banque alimentaire à cause de l'hygiène. Est-ce que vous pourriez C'est faux. Par exemple, les Restos du Cœur sont totalement autonomes. C'est-à-dire les Restos du Cœur... Oui, non. C'est-à-dire que nous, les produits que nous distribuons, c'est des produits que soit l'Union européenne donne, soit que les Restos du Cœur achètent au niveau national à Paris. Voilà. Des centrales d'achat, oui, parce que on ne passe pas du tout par... On est des associations habilitées à recevoir des produits de l'Europe. On est 4 associations. Restos du Cœur, Secours populaire, Croix-Rouge et Banque alimentaire. Toutes les autres associations dépendent de la Banque alimentaire. Mais nous, on a notre propre dotation. Voilà. Après, il est vrai que les ramasses que l'on fait au quotidien, il faut faire très attention. Ne pas trop casser la chaîne du froid, etc. etc. Et c'est un souci pour nous. Parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'un accident d'intoxication alimentaire, c'est sûr. Il y a aussi des problèmes de... Il faut savoir que tous les centres régulièrement sont contrôlés. Ouais. Pas par nous, c'est pas les restos qui contrôlent, mais il y a un contrôle avec... s'il y a un problème, comme un restaurant, s'il y a un problème, on ferme. On ferme pas, non, je crois pas. On nous donne des conseils pour améliorer, parce que si on fermait, il serait bien embêté quand même. Non, mais si le problème est trop grave, on peut... Si le problème est trop grave, on peut en arriver là. Bon, mais on prend les précautions, il ne faut pas en arriver là, c'est tout. Bien. Est-ce qu'il y a encore des... Mais on a appris un tas de choses, en particulier que la pauvreté, la précarité, ça évolue. Des catégories qui jusqu'à présent échappaient à cela, par exemple les étudiants, moi je me souviens, quand j'étais étudiant, on bouffait au resto, on s'en sortait, c'est pas un problème. Les salariés, dès qu'on avait un boulot, on était sortis de la mouille, ça, voilà. Et là, non, ça plonge. Il y a même une catégorie auquel je n'ai pas fait allusion, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, ce sont les commerçants qui se retrouvent à la retraite et qui comptaient autrefois sur la vente de leur fonds de commerce, artisans, commerçants, et qui maintenant, avec l'évolution économique, etc., se retrouvent sans rien. Et ont des retraites de misère, ils se retrouvent, alors eux qui ont
jamais imaginé que ça pouvait leur arriver. Hein. Et il y a tout un tas de catégories comme celle-ci qui maintenant sont exposées, ce qui n'était pas le cas. On n'arrête pas le progrès. Bon, écoutez, nous allons rendre à la salle à 8h30. Il vous reste 3 minutes à peu près pour la dernière question. Sinon, je vous remercie d'être venu. Je remercie les participants. Et je vous donne rendez-vous pour le 18 janvier. Hein. Nous parlerons de peinture. De peinture. Hein. En attendant, vous avez une petite œuvre assez jolie, une miniature intime à chaque porte. Je vous